Salut à tous, ça me fait tellement plaisir de diffuser un épisode sur le podcast. Ça fait très longtemps et j'ai vraiment hâte de reprendre la diffusion. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est vraiment pour un événement un peu particulier et du coup j'ai pris le temps, parce que c'était hyper important à mes yeux, de le faire et de participer à cette super initiative. Alors je sais pas si vous le savez, en fait on est en pleine semaine du podcaston. Donc pendant 7 jours, il y a plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts qui vont se mobiliser pour vraiment mettre en valeur le monde associatif et du coup toutes les valeurs évidemment. Donc c'est une super belle initiative et je pouvais pas manquer cette occasion, voilà, de pouvoir y participer. Alors j'ai choisi pour ma part de soutenir l'Association française des aidants. Donc c'est une association qui existe depuis 2003. Elle milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. Et Dieu sait si on est de plus en plus nombreux, puisqu'il y a plus de 8,3 millions d'aidants en France, quoi. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'on en a tous forcément autour de nous. Les 3 principes de l'association, c'est d'abord d'accompagner tous les proches aidants sans distinction, c'est-à-dire lié à l'âge, à la pathologie de la personne accompagnée. De promouvoir en fait une vision du rôle et de la place de l'aidant dans sa double dimension, c'est-à-dire à la fois le lien à la personne accompagnée, mais aussi le lien à la société. Et l'idée étant évidemment de contribuer à faire émerger la dimension sociétale de la thématique des aidants, au-delà de la dimension privée, quoi. Donc c'est vraiment un vaste programme, mais évidemment dont on a tous besoin. Alors pourquoi j'ai choisi cette cause ? Il est peut-être temps que je vous explique un peu. Alors il y a 15 ans en fait, ma vie a été fortement ébranlée en ce jour de mars. Donc on était en Bourgogne, dans notre maison de campagne. Je me souviens, il faisait froid, on était un dimanche matin. Tom, mon fils, à l'époque il avait que à peine 4 ans, il était encore en pyjama et il s'amusait dans le salon. Et puis voilà, il a chuté. Il a chuté de 2 petites marches complètement ridicules. Mais voilà, il a hurlé. Et vraiment... j'ai su qu'il se passait quelque chose. Du coup, je me suis approchée, mais autant te dire que j'ai fait un bond en arrière, parce que il avait littéralement le fémur plié en deux. Il venait de se le casser, violemment. Les pompiers arrivent, évidemment c'est un dimanche, évidemment on est en race campagne, on finira par s'habituer, hein. Tom adore nous jouer des tours et nous faire visiter les CHU un peu partout en France. Impossible de le transporter par la route, et je crois qu'il y a un peu urgence. Bon, mon petit bonhomme va se faire son premier vol en hélicoptère. Je prends Sarah sous les bras, elle venait de fêter ses 1 an, je fonce chez la voisine la déposer, je la connais franchement à peine. Mais voilà, il faut que je roule vers l'hôpital et Sarah elle est trop petite pour que je l'embarque avec moi, quoi. J'arrive à l'hôpital un dimanche, quoi. L'interne, littéralement, n'a jamais vu ça. Il comprend pas les radios. Il nous parle de kystes de partout. Voilà, on vient de perdre mon beau-père il y a à peine 3 mois d'un cancer. Non, ça peut pas être ça, quoi. Mon pire cauchemar. Je pense que là, toute mon énergie, elle se concentre sur ma mâchoire. Tom doit être rapatrié à Necker sur Paris. Il part le lendemain. Moi, le temps de récupérer Sarah, je les suis derrière l'ambulance, quoi. Voilà, il faudra que 1 heure pour les médecins de Necker pour poser le diagnostic. Tom est atteint d'une maladie osseuse rare qui s'appelle la maladie d'Ollier. Elle touche que quelques centaines de cas dans le monde. Voilà, pas de chance. On peut jamais faire les choses comme tout le monde a priori. Il est là dans son petit lit d'hôpital, la jambe en l'air, tracté par une corde et des poids littéralement au bout pour que la fracture se referme pas, le temps qu'il fabrique la tige télescopique qui viendra désormais renforcer son petit fémur. Voilà, je me souviendrai toute ma vie de ce médecin, c'est pas celui que j'ai préféré à vrai dire, qui m'annonce tout cela de manière assez froide, tout en touchant les poids au bout de la corde. Je me souviens encore, je me voyais me dédoubler et lui hurler dessus, quoi. Mais bordel, mais tu vas lâcher ces putains de poids, je t'éclate, quoi. Voilà, 1 milliard de questions, que 10 qui sortent, que 2 qui sont traitées parce que il est pressé, parce qu'il a son petit discours bien huilé, hein. Chaque chose en son temps, madame. Voilà, ça sera vraiment la plus grande leçon de ma vie, quoi, hein. Celle qui va changer fondamentalement et à tout jamais mon mode de fonctionnement, pourtant aussi bien ancré. Voilà, celui qui me permettait jusqu'à maintenant de me prémunir, de me protéger du risque. Penser au pire et s'y préparer, ça me rassurait. Voilà, mais comment tu veux que ce schéma puisse encore fonctionner quand le risque il concerne ton fils d'amour et que les risques ils sont graves, quoi. Impossible de t'y préparer, quoi. Aïe.
Problème Julie, va falloir sérieusement que tu revoies ton mode de pensée parce que sinon ça va pas le faire. Alors de ces 4 ans à aujourd'hui, Tom il s'est fait opérer peut-être une quinzaine de fois, des allongements, des poses de plaques, des redressements osseux, voilà. J'avoue qu'on compte même plus les opérations. C'était des opérations qui ont été à chaque fois lourdes, franchement douloureuses pour lui. Longues, hein, parfois plus de 10 heures d'attente. L'enfer, quoi. Voilà, clairement ta vie elle est littéralement suspendue, hein, ce coup de fil de la salle de réveil. Madame Gertin, oui. Voilà, votre fils Tom est en salle de réveil, vous pouvez venir le rejoindre. Putain, là en général, le souffle y revient, bon, les larmes aussi, hein. De joie et de ouf, putain, mais qu'est-ce que c'est dur, vraiment, quoi. Ces larmes que j'essayais de retenir quand on l'accompagnait au bloc avant l'anesthésie. Je m'en voulais tellement de pas réussir à les refouler. Ces mères qui étaient autour de moi arrivent à sourire. Mon petit bonhomme qui semblait super serein. Et putain, moi, la vraie fontaine, quoi. Je m'en voulais d'être faible. Je m'en voulais d'avoir ces petites phrases. Et si? Pour te dire, franchement, je me pinçais le bras pour me faire mal. Et que ça refoule mes larmes, que ça m'énerve. Franchement, je pense que j'aurais pu me foutre des coups de taser pour me faire remonter les larmes, clairement. Bon voilà, chaque opération était aussi violente, et je sais pas si tu l'entends à ma voix, mais ça l'est toujours autant. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'aperçois que la plupart de mes ruptures amoureuses sont arrivées dans des dates qui voyaient approcher des grosses opérations. Il était hors de question qu'autre chose que mon fils puisse me procurer du stress et de la peine. Ce que je pouvais éliminer, je le faisais, mais alors sans aucun regret. Et chaque opération finie, c'était des périodes de longue convalescence, périodes pendant lesquelles toute l'organisation familiale se modelait pour garder Tom, qui ne pouvait pas forcément aller à l'école, oui, parce qu'évidemment à Paris, les super belles écoles intramuros n'ont pas d'ascenseur, ils n'ont que des escaliers, alors comment faire? Voilà, pour lui faire la toilette, pour le balader en fauteuil roulant, pour aller aux visites post-opératoires, aux séances de rééducation. Je vois encore ma mère, que je remercierai jamais assez, prendre Tom sous le bras, enfin façon de parler, et partir clairement d'Étienne Marcel jusqu'au Louvre avec Tom en fauteuil roulant, et quand même réussir à positiver et voire même faire marrer Tom, qui était tout fier de gruger toute la file d'attente. Alors parfois Tom il devait aller en centre de rééducation pendant des longs mois. Le premier centre c'était pour son allongement du tibia, à 9 ans. Il est resté 5 mois, franchement 5 mois, mais vraiment dur vraiment. Les souvenirs, ils sont encore bien présents, et c'était pourtant il y a 10 ans. 5 mois à bosser pour ma part comme une tarée pour essayer de regrouper tout mon boulot sur 90%, et puis m'échapper le mercredi à midi pour passer l'après-midi avec lui, puis revenir le jeudi soir, et enfin le week-end avec des petits plats mijotés clairement pour l'engraisser. J'en ai croisé des aidants dans ce centre. Moi je me souviens de la maman de Nolan, un petit garçon de 6 ans renversé par un chauffard ivrogne. Nolan, il avait dû être amputé de la jambe. Une vie clairement à jamais bouleversée, quoi. Je m'en souviendrai toujours de la réponse de sa maman quand je lui ai dit « Mais vous devez être tellement heureuse de récupérer enfin Nolan à la maison. » Elle faisait plusieurs centaines de kilomètres chaque week-end pour venir le voir. Et elle m'a dit « Heureuse? Mais comment je vais faire, moi? Comment on va s'en sortir? Moi, j'ai une maison avec un escalier, quoi. » Et je m'étais trouvée complètement à poil devant elle, quoi. Clairement, j'ai pas su quoi lui répondre, quoi. Ce centre de rééducation, il comportait une aile trauma aussi crânien, et autres troubles neuronaux. Je voyais des petits loulous qui réapprenaient à marcher, avec une espèce de casque en mousse pour si jamais ils tombaient sur le tapis, et qui étaient applaudis par les parents et les éducateurs quand ils faisaient la première diagonale dans le spectacle, et c'était magnifique à voir, quoi. Et chaque week-end, je croisais un père au chevet de sa grande fille. Franchement, elle devait avoir au moins 17 ans. Elle était toujours allongée. Elle parlait pas, elle s'exprimait plutôt par des cris. Et chaque week-end, je le voyais s'occuper de sa fille avec une grande douceur et de l'amour dans ses yeux, et je me demandais, mais à quoi ressemblait sa vie au quotidien, quoi? Comment on pouvait réussir à trouver un équilibre? Est-ce qu'il arrivait à être heureux, quoi? Comment on fait pour avancer? On avance en oubliant de façon temporaire pendant le temps de la semaine, on l'intègre complètement. C'est ça la résilience? J'ai jamais réussi à répondre à cette question d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de tout ça? Alors j'aurais pu soutenir la cause des maladies rares pour aider la recherche,
J'aurais pu aussi soutenir la cause du handicap invisible, j'y ai pensé. Donc Tom, finalement, aujourd'hui, en souffre, hein, parce que sa maladie, on la voit pas, mais elle est là. Tom, il a souvent des douleurs, Tom, il peut pas faire de sport, pas de ski, Tom, il peut pas longtemps marcher, genre plus de 1 heure, c'est quand même compliqué. Tom, il est surveillé, il sera surveillé toute sa vie. Voilà, pas plus tard qu'en janvier, Tom, on s'est marré, il a juste raté un virage dans le couloir, il s'est cogné contre le mur, sauf que tu te marrais de ça avec tous les enfants, sauf que lui, il s'est fissuré un condrome, une petite zone dans le bras, écharpe, médoc, antidouleur pendant plus d'1 mois, impossibilité d'écrire avec le stylo, oui, parce qu'évidemment il a fait ça sur le bras gauche et il est gaucher, difficulté à rester assis plus de quelques heures. Voilà, il annonce ça à une prof qui ne pourra pas du coup assister à son examen et elle lui balance par mail mais qu'est-ce que vous pouvez être douillé, une petite bosse au bras n'a jamais empêché de bosser quoi. Putain. Bah si, tu vois, si, ça peut empêcher quoi. Alors quelle alternative pour Tom? Devoir justifier devant tout le monde, rentrer dans le détail de sa maladie, mais en quoi ça la concerne elle? Juste parce qu'une prof n'est pas capable de faire confiance à un élève? Putain, ça m'a vraiment énervé. Donc ouais, j'aurais pu parler de tout ça. Parce que si Tom aujourd'hui sortait sa carte d'handicapé pour éviter de faire la queue, ce qui serait potentiellement justifié, c'est sûr que les gens râleraient. Donc j'ai voulu à la base faire un épisode avec mon fiston. Ça m'a valu une discussion super intéressante avec lui. Mais maintenant, moi je me considère pas comme malade. Moi je me considère pas comme souffrant d'handicap invisible. Moi je me sens pas forcément légitime pour porter ses causes. Et puis on va pas se mentir, pas sûr que ça le branchait de parler de tout ça. Non pas qu'il en souffre, mais juste parce que tout simplement, il me l'avait dit d'ailleurs une autre fois, lui il considère qu'il lutte pas contre la maladie. La maladie, elle fait partie de lui, au même titre que sa passion du piano ou du saucisson, quoi. En gros, voilà, c'est un tout, et sa maladie en fait partie, quoi. Et j'avoue que il n'est pas impossible que j'ai touché un peu du bout du doigt cette résilience, que je cherche moi vainement, mais que lui semble avoir un peu plus facilement intégrée. Mais si lui, il voulait pas prendre la parole sur ce sujet, alors que c'est lui qui en souffre au quotidien, comment moi je peux être légitime pour le faire? Après tout, ça le concerne surtout lui, quoi. Mais alors pourquoi c'est un sujet si important pour moi? Pourquoi ça me touche autant? Et c'est là que j'ai réalisé que si, j'étais légitime, mais en tant qu'aidante. Parce que finalement, la maladie ou le handicap d'un enfant, ou d'un adulte, évidemment, ça bouleverse à tout jamais l'écologie d'une famille. Le couple, les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, à qui on demande finalement sans s'en rendre compte de se faire super discret, de surtout pas poser de soucis, ma tatouille. Combien de fois j'ai été énervée quand Sarah a eu des problèmes de santé? Mais non, putain, pas toi, merde! Je m'en veux. Combien de fois j'ai parlé des résultats d'examen, des futures opérations à d'autres adultes, en la présence de Sarah, sans prendre le temps de lui expliquer à elle, et seulement à elle. Ouais, je m'en veux de pas avoir fait plus attention à elle. Bon, je parle peu de tout cela, d'habitude, parce que j'ai longtemps considéré qu'il y avait une sphère pro et une sphère perso, et que les deux ne devaient pas avoir de porosité. Peut-être qu'il y avait aussi de l'ego aussi de ma part, et puis une espèce de... Non, je montrerai pas mes failles, parce que les failles, ça te met en danger. Pouf, qu'est-ce que j'ai bien changé. Les failles, c'est ce qu'il y a de plus beau. Qui disait que c'était par les failles qu'on voyait passer la lumière? Bon, comme quoi j'ai progressé. J'ai toujours mis un point d'honneur jusqu'à maintenant à tout gérer de front, et à faire en sorte que ce qui se passait à la maison soit totalement transparent et sans effet sur la qualité de mon travail. Tom se fait opérer, pas de soucis, je vais dormir avec lui la première nuit à l'hôpital. J'ai une réunion super importante le lendemain chez un prestataire, pas de soucis. Je me souviens encore arriver avec ma petite valise de la veille, directement dans l'agence et enchaîner la réunion de travail comme si de rien n'était. Comme si je revenais d'un petit week-end sympa entre potes. Alors oui, pour tout cela, j'aurais peut-être aimé d'abord savoir que j'étais une aidante. Parce qu'on m'en a fait prendre conscience quand Tom avait 16 ans. Ça faisait donc 12 ans que j'étais aidante, par intermittence bien sûr, mais sans même le savoir. Je m'étais jamais posé la question, je l'avais jamais réalisé. Et puis aussi peut-être un peu mieux comprendre ce que ça impliquait comme conséquence ou comme aide possible à recevoir. J'aurais adoré aussi qu'on puisse m'épauler, je sais pas, qu'on puisse prendre en charge un accompagnement psychologique. C'est fou comme la médecine française, et Dieu sait, je ne dirai jamais de mal de ça, merci le système français. Parce qu'aujourd'hui, Tom, on serait ruiné quoi. On n'aurait pas d'appart, on n'aurait rien. Si on avait dû payer le moindre frais de ce que toutes les opérations de Tom nous ont coûté.
toutes ces hospitalisations et les centres de rééducation. Donc merci le système français. Je dis juste que parfois, malheureusement, il manque à côté des médecins, il manque d'autres structures qui sont là aussi pour accompagner dans ce qui est le malade et sa famille dans leur globalité, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas là que pour réparer, mais on est là aussi pour accompagner dans la vie de tous les jours. Parce que une maladie a des retentissements dans le reste de la vie de la personne en question, mais aussi évidemment de ceux qui l'entourent. Donc voilà, j'aurais adoré pour tout ça qu'on puisse m'épauler. J'aurais adoré qu'on m'entoure, qu'on me propose de rencontrer des gens qui traversent les mêmes choses que moi. Moi, je me souviens encore de cette maman italienne à Necker, il y a 15 ans, qui m'avait pris dans ses bras, et parce qu'elle me voyait évidemment pleurer, et m'avait dit « Mais tu verras, ça va bien se passer », comme si on avait toujours été potes depuis toujours, quoi. Regarde, tu vois, mon fils, il a la maladie des os de verre, et regarde, ça va, on sourit, on va bien, on profite de la vie. Voilà. Bah, je dis merci à cette dame parce que je m'en souviens encore de son regard et puis de son sourire aussi. C'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu absolument aujourd'hui, dans le cadre de cette super initiative Podcaston, mettre sous le feu des projecteurs l'Association française des aidants, donc qui soutient les aidants et se bat pour reconnaître leur statut. J'ai pris conscience que la vie pouvait ne pas être simple, mais j'ai aussi croisé la route de personnes qui en avaient encore 10 000 fois plus besoin que moi. Alors voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire, que j'ai finalement jamais pris le temps de coucher sur papier ou sur un autre support. Et pourtant, Dieu sait si ces 15 dernières années ont été denses et, comme le diraient mes potes, tu pourrais écrire un roman, ma Juju. Pas vrai, ma petite Cécile d'amour. Si j'ai fait cet épisode, c'est vraiment dans le cadre de l'initiative du Podcaston, qui est vraiment une initiative magnifique avec plus de 300 podcasteurs qui ont eu la même démarche que moi, et dans l'objectif vraiment de soutenir des associations qui leur tenaient à cœur. Donc je ne peux que vous inviter à aller visiter le site podcaston.org, à aller écouter aussi les autres épisodes d'autres podcasteurs, dont mes amis Laurent Brouard, il était une fois l'entrepreneur, Sophie du podcast Chef, Anne de Sweet Papi Podcast, de Flavie du podcast Le Board, et il y en a des centaines d'autres. Je vous invite vraiment à aller visiter le site pour découvrir tout ça, découvrir les associations qu'ils souhaitent soutenir, leurs causes. Et puis aussi, évidemment, c'est l'occasion de faire une promesse de don pour l'association des aidants de France. Et là aussi, tout se passe sur podcaston.org. Voilà, c'est hyper facile et je compte sur vous. Et en plus du don, je peux que vous inviter à faire comme l'a fait ce cher Emmanuel dont j'ai croisé la route un jour, faire prendre conscience tout simplement à des personnes qui vous entourent peut-être, que ce sont des aidants et qu'ils ont des droits et des aides, ne serait-ce que tout simplement pour leur reconnaître cette place spéciale. Ce courage aussi de faire face à la situation, je vous assure, ça fait toujours du bien de se l'entendre dire. Alors bravo pour ce que tu fais, et même si on n'a pas souvent le choix, et c'est pas pour autant qu'on n'en est pas moins méritant, quoi. Un grand merci à Jérémy Mani et toute son équipe de Podcaston d'avoir mené d'une main de maître cette super initiative. Vraiment bravo, et vivement le Podcaston 2024. Merci à tous pour votre générosité, et si la cause vous plaît, n'hésitez pas à relayer à fond l'épisode et à fond le Podcaston en général. À très vite, sachez que je ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre les épisodes du podcast Découvre, Ose et Deviens. J'espère avoir très vite suffisamment de temps pour pouvoir partir à nouveau à la rencontre de gens dingues et merveilleux et de vous les faire découvrir. Donc je vous dis à très très vite. Ciao!